Amis de la base, bonjour sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo on va tenter de répondre à une question qui est très fréquemment posée. Est-ce que le cardio brûle vraiment des graisses? Et une autre question annexe, est-ce qu'il faut vraiment faire plus de 45 minutes de cardio pour brûler directement les graisses? Avant de commencer la vidéo, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez et ce que vous auriez répondu à la question, donc n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Ça fait du débat, ça fait des questions et ça permet de me donner des idées pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, vous connaissez. Et donc on va parler aujourd'hui du cardio générique. Quand on se balade dans la rue, surtout à l'approche de l'été, on voit beaucoup de personnes en train de faire de la course à pied, du jogging. Et en général, eh bien, il y a deux grandes catégories de personnes qui font du jogging. La première catégorie, c'est ceux qui véritablement aiment le sport, aiment le fait de courir et qui vont tenter d'augmenter leur performance, de courir plus longtemps, de courir plus vite et en gros de préparer éventuellement des événements, par exemple le semi-marathon, le marathon, etc. Cela, on ne va bien sûr pas en parler dans cette vidéo. Et il y a tout un deuxième groupe de personnes qui est celui qui fait du cardio ou de la course à pied dans le but de perdre du poids et de brûler des graisses, que ce soit dans le cadre d'un régime, que ce soit dans le cadre d'une sèche. Bref, l'objectif de se dépenser, de courir, c'est d'aller puiser dans les réserves énergétiques et notamment dans les réserves de graisse pour déstocker, pour perdre du poids et pour améliorer son apparence corporelle. Il y a une question à laquelle j'ai déjà répondu, faut-il forcément faire du cardio pour perdre du poids? Je vous invite à aller voir la vidéo et ce ne sera donc pas le thème de cette vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est très souvent posée, c'est est-ce que le cardio va véritablement permettre de brûler les graisses? Et par extension, c'est exactement ce que j'ai dit dans l'introduction de la vidéo, on entend souvent qu'il faut courir plus de 45 minutes, c'est valable pour la course mais c'est aussi valable pour n'importe quel sport, du vélo, de la natation, bref, il faut faire un effort prolongé de plus de 45 minutes pour brûler les graisses, sinon c'est véritablement inutile. Et en gros, si vous vous arrêtez à 44 minutes, votre séance de cardio n'aura eu aucun intérêt et autant rester chez vous et faire autre chose parce que de toute façon, vous n'avez pas brûlé de graisse. Donc cette question, elle est très intéressante et je vais essayer de la simplifier, de la résumer pour donner quelques petits éléments de réponse. La première chose à bien comprendre, c'est que les muscles ont besoin d'énergie. À chaque fois qu'il y a une contraction musculaire, les muscles vont consommer de l'énergie. Et au niveau cellulaire, cette énergie est fournie par ce qu'on appelle de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, qui est la molécule qui va être véritablement consommée à chaque fois qu'il y a besoin d'énergie. Là, pour éviter de vous perdre, vous vous dites peut-être « je ne comprends pas très bien puisque jusque-là, on m'avait toujours dit que l'énergie provenait des calories, des glucides, des lipides et éventuellement des protéines. » Alors, c'est tout à fait vrai, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ATP, c'est véritablement la molécule qui intervient, qui est le résultat en fait de la dégradation de toutes les autres molécules énergétiques, les glucides, les lipides, etc., qui vont par différents processus être dégradés, convertis en ATP, et ce sont vraiment ces molécules d'ATP qui, au niveau cellulaire, au niveau le plus petit qu'on peut trouver, vont être utilisées comme carburant. Au final, pour tout comprendre du fonctionnement de l'énergie au sein du corps humain, c'est extrêmement complexe, il y a de nombreux mécanismes qui sont tous intriqués entre eux, donc dans cette vidéo, on va simplement essayer de résumer les principaux mécanismes. Maintenant, pour revenir à l'ATP, qui est la molécule de l'énergie, il existe différentes sources dans le corps pour arriver à resynthétiser de l'ATP. On peut citer entre autres les lipides, les protéines, les glucides, mais aussi la créatine, les cétones ou encore les lactates. Pour détailler de façon très rapide les deux principales sources d'énergie, je pense que vous aurez déjà compris desquelles il s'agit. La première, c'est l'utilisation des glucides par le biais de la glycolyse. La glycolyse, c'est tout ce qui va transformer les glucides en ATP. Et la deuxième, c'est à partir des graisses, les lipides, par le biais de la lipolyse. Petite parenthèse, je détaille la lipolyse dans une autre vidéo que là aussi, je vous invite à aller voir. Ok, pour faire une toute petite pause et résumer déjà ce qu'on a dit dans la vidéo, vous avez maintenant compris que l'ATP, c'est vraiment la molécule indispensable pour l'énergie et que le corps peut fabriquer de l'ATP à partir de différentes autres molécules, dont principalement les glucides et les lipides. Maintenant, toute la question va être de savoir pourquoi est-ce que le corps va utiliser telle ou telle source d'énergie
pour arriver à produire de l'ATP. Maintenant, pour répondre à cette deuxième partie de question, il est nécessaire d'introduire le concept de métabolisme. Et on ne va pas parler du métabolisme général du corps, qui est un concept assez bien connu de la plupart des gens, mais des 3 métabolismes énergétiques différents qui vont conduire à la production d'énergie en fonction du type d'effort. Ces métabolismes, comme je l'ai dit juste avant, ils sont au nombre de 3. Premièrement, on a le métabolisme anaérobie alactique. Deuxièmement, on a le métabolisme anaérobie lactique. Et troisièmement, on a le métabolisme aérobie. Ça peut paraître un petit peu barbare, mais si on les détaille, vous allez comprendre qu'en fait, c'est quelque chose d'assez logique. Pour expliquer rapidement les termes et mieux comprendre, aérobie, ça signifie qu'il nécessite de l'oxygène pour fonctionner, alors que anaérobie, ça signifie qu'il ne nécessite pas d'oxygène pour fonctionner. Quant au mot lactique, ça signifie qu'il va y avoir production de lactate. Par opposition à lactique, ça signifie qu'il n'y aura pas de production de lactate. Maintenant, on va détailler ces métabolismes un tout petit peu plus. Le premier, c'est le métabolisme anaérobie alactique. C'est le premier métabolisme qui se met en route pour produire de l'énergie lors d'un effort. Il est très puissant, il fournit beaucoup d'ATP, mais il est aussi rapidement épuisable. En général, au bout de 5 à 10 secondes maximum, ce métabolisme est épuisé et ce sont les autres métabolismes qui vont commencer à prendre le relais. Le métabolisme anaérobie alactique, il se base sur l'utilisation de la créatine qui est présente dans les cellules musculaires. Cette créatine, elle est liée à des groupements phosphates. Et on se rappelle que l'ATP, c'est de l'adénosine triphosphate. Et pour resynthétiser de l'ATP, il y a besoin justement de phosphate. Donc la créatine va rapidement donner du phosphate pour resynthétiser très rapidement des molécules d'ATP. Petite parenthèse, la supplémentation en créatine permet d'augmenter les stocks de créatine au sein du muscle et donc de prolonger un tout petit peu plus ce métabolisme. Deuxième et troisième métabolisme, maintenant, ce sont les métabolismes anaérobie lactique et aérobie lactique. Je vais volontairement les grouper ensemble pour essayer de faciliter la compréhension. Déjà, on voit qu'il y a le mot lactique. Ça veut dire que les deux métabolismes vont aboutir à la production de lactate. Ce qu'il faut comprendre pour ces deux types de métabolismes lactiques, c'est qu'ils vont se servir des deux voies énergétiques qu'on a détaillées un tout petit peu plus haut, que sont la glycolyse et la lipolyse. En gros, pour fournir de l'énergie par ces deux métabolismes, anaérobie lactique et aérobie lactique, eh bien, cette énergie va provenir des graisses et des lipides. La seule chose qui va différencier l'utilisation du métabolisme anaérobie ou du métabolisme aérobie, si vous avez bien suivi, c'est la présence ou non d'oxygène. La présence ou non d'oxygène, je m'explique bien évidemment qu'on respire de l'oxygène, on a toujours de l'oxygène dans nos poumons et dans nos vaisseaux sanguins et dans nos muscles, sinon on serait mort. Mais à quel point cet oxygène est disponible, c'est tout ce qui va définir quels sont les métabolismes utilisés. Et cette quantité d'oxygène disponible, eh bien, ça va dépendre de l'intensité de l'effort. Plus on fait un effort important, plus on a besoin de beaucoup d'énergie et plus on va saturer en fait le métabolisme aérobie. Donc en pratique, on a toujours le métabolisme aérobie qui va s'activer, qui va justement consommer l'oxygène pour produire de l'énergie. Et une fois que ce métabolisme aérobie est saturé, si le corps a besoin de plus d'énergie, eh bien c'est le métabolisme anaérobie qui va prendre le relais en plus de l'aérobie, je précise bien, en plus de l'aérobie, pour justement combler cette production d'énergie. Ce métabolisme anaérobie va donc fonctionner sans oxygène pour produire de l'énergie, tout simplement parce que l'oxygène est déjà utilisé par le métabolisme aérobie qui est saturé et le corps a besoin de plus d'énergie. Le métabolisme anaérobie lactique, quant à lui, est saturable. Ça veut dire que pour des efforts d'une intensité modérée, eh bien, il va s'épuiser et donc on ne peut pas maintenir un métabolisme anaérobie lactique de façon prolongée. En général, ce sont pour des efforts de 1 à 3 minutes. A l'inverse, et pour conclure cette partie, le métabolisme aérobie est beaucoup plus prolongé dans le temps parce que justement, il va être à plus basse intensité et on va pouvoir le maintenir sur des durées plus ou moins longues. Alors, j'ai pas de chiffres à vous donner parce que ça dépend bien sûr des capacités personnelles de chacun. Une personne non entraînée ne pourra pas le maintenir forcément très longtemps, alors qu'une personne extrêmement entraînée est capable de rester en métabolisme aérobie et de produire des efforts très prolongés, par exemple un marathon ou encore des courses encore plus longues, par exemple des Ironman ou autres. Ok, maintenant, après avoir rapidement détaillé les différents types de métabolisme, eh bien, je n'ai toujours pas répondu à la question: est-ce que le cardio va véritablement brûler du gras? Parce qu'on n'a toujours pas dit pourquoi est-ce que le corps va utiliser plutôt des lipides
ou plutôt des glucides. Et c'est véritablement ça qui va nous intéresser. Pour répondre à cette question de façon pragmatique, il y a plusieurs choses à considérer. Tout d'abord, la glycolyse, donc les glucides, peuvent être utilisés avec ou sans oxygène. Donc dans le métabolisme anaérobie lactique ou dans le métabolisme aérobie lactique. Ça veut dire que dès qu'on commence à faire un effort, eh bien les glucides sont tout de suite utilisés. Ce qui n'est pas le cas des lipides puisque la lipolyse nécessite forcément de l'oxygène et donc un effort un tout petit peu plus prolongé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas brûler de lipides, ça veut dire que l'utilisation des lipides se fera sur des efforts plus prolongés et que quand vous faites un effort de 30 secondes à 1 minute, la proportion de lipides utilisés pour fournir de l'énergie est virtuellement égale à 0. Alors attention, ce sont des approximations bien sûr, mais c'est pour que vous compreniez. Donc on va synthétiser, on va dire que ce sera 0. Deuxième chose à prendre en compte, c'est quelle est l'inertie de la filière énergétique. En pratique, ça veut dire au bout de combien de temps est-ce que cette filière énergétique peut se mettre en route et commencer à utiliser soit les lipides, soit les glucides comme combustible. Pour les glucides, donc la glycolyse, c'est extrêmement rapide, alors que pour la lipolyse, c'est un tout petit peu plus long. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément 45 minutes, mais ça veut dire que l'utilisation des lipides et la lipolyse se met en route de façon un petit peu plus lente que la glycolyse qui pour le coup va être utile tout de suite puisque eh bien, elle est utilisée dans les efforts de 30 secondes à 1 minute dans le métabolisme anaérobie lactique. Donc, pour bien comprendre, c'est vraiment important de comprendre ça, il n'y a pas un métabolisme puis l'autre. Tous les métabolismes sont actifs en même temps, sauf que, eh bien, ils vont se chevaucher. On a le premier, le métabolisme anaérobie alactique par la créatine qui commence très rapidement mais qui s'épuise très vite. Immédiatement, dès le début de l'effort, c'est-à-dire dès la seconde 0, il y a le métabolisme anaérobie lactique, donc notamment la glycolyse qui va commencer tout de suite, sauf que son pic d'intensité va être un petit peu décalé dans le temps par rapport à celui de la créatine, mais il va se prolonger pendant à peu près, voilà, on va schématiser ça à 3 minutes avant de diminuer progressivement, et c'est à partir de 30 secondes, 1 minute que tous les métabolismes aérobies lactiques vont commencer à se mettre en place et de façon beaucoup plus prolongée. Ensuite, dans le métabolisme aérobie lactique, l'utilisation de la lipolyse ou de la glycolyse va dépendre de différents facteurs. Le premier, je vous l'ai dit, c'est l'inertie de mise en place. Le deuxième, ce sera l'efficience de chacun des systèmes. Et cette efficience, elle est variable selon les individus. Il y a des personnes qui vont avoir de grandes facilités à brûler les graisses et à utiliser la lipolyse, alors que pour d'autres, ce sera principalement les glucides. Troisièmement, le facteur que vous attendez tous, c'est la durée et l'intensité de l'effort. Et c'est de là que vient le mythe des 45 minutes pour brûler des graisses. En pratique, c'est tout simplement que, comme je vous ai dit, les différents métabolismes vont être variables dans le temps tout en étant intriqués. Et en pratique, quand on commence un effort, ce sont d'abord les glucides qui sont utilisés, alors que les lipides vont commencer à être, entre guillemets, brûlés de façon un peu plus lente, c'est-à-dire que ça va commencer un peu plus tard dans l'effort, mais pour le coup, ça va augmenter progressivement jusqu'à ensuite dépasser l'utilisation des glucides. Tout simplement parce que les stocks de glycogène sont moins importants que les stocks de lipides, il n'y a qu'à voir la quantité de gras qu'on a sur nous, alors que les stocks de glycogène sont uniquement présents dans le foie et dans les muscles, et ils sont beaucoup plus rapidement épuisables, alors que la graisse, virtuellement, si on a tous environ, enfin plus ou moins, mais entre 5 et 50 kg de gras, on va dire, virtuellement, on pourrait tenir un mois avec de l'énergie rien qu'avec nos réserves de graisse. Donc c'est pour ça qu'en pratique, les courbes vont se croiser. C'est bien sûr très schématique, mais c'est comme ça qu'on est arrivé à dire à 45 minutes, eh bien l'effort cardio-training, l'effort d'endurance va commencer à brûler les graisses. En pratique, ça ne commence pas à brûler les graisses à partir de 45 minutes, ça commence bien avant, mais c'est à partir de 45 minutes schématiquement, et encore une fois, ça dépend franchement des individus. Chez certains, ce sera au bout de 30 minutes, d'autres, ce sera au bout de 50 minutes, au bout d'une heure, mais c'est virtuellement au bout de 45 minutes que, en moyenne, les courbes d'utilisation de la glycolyse et de la lipolyse vont se croiser. Donc à partir de 45 minutes, vous allez brûler préférentiellement des lipides parce que les réserves de glycogène commencent à s'épuiser et que, on va dire que le métabolisme et la lipolyse commencent à s'être chauffés, entre guillemets, à s'être mis en place sur un effort de longue durée. Et à partir de là, justement, vous allez brûler de plus en plus de gras proportionnellement aux glucides. Mais bien évidemment que vous brûlez encore des glucides et vous brûlez déjà avant 45 minutes des lipides. Il y aura bien sûr différents facteurs qui vont faire que ce curseur fixé un petit peu arbitrairement à 45 minutes va être décalé soit à plus longtemps, soit au contraire de façon un peu plus précoce.
Et ces différents facteurs, on peut en citer 3 principaux. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est la part génétique. Certains individus auront une lipolyse plus efficiente que d'autres personnes, alors que d'autres, ce sera la glycolyse. Le deuxième facteur, ce sera l'alimentation. Le simple fait d'aller manger avant de s'entraîner, avant de faire du cardio, ça fait que vous allez avoir une absorption par votre tube digestif de glucides qui vont passer dans le sang et donc votre alimentation et votre digestion va vous permettre de recharger, on va dire, et de faire circuler des molécules de glucose. Donc le fait d'avoir du glucose qui va circuler de la même façon que si vous prenez pendant la course des boissons avec du sucre, vous allez remonter l'utilisation du glucose tout simplement parce que vous apportez du glucose. Et donc vous décalez un petit peu artificiellement et vous trichez un petit peu, on va dire, sur vos stocks de glycogène. Donc forcément, si vous consommez des glucides juste avant ou pendant l'entraînement, vous allez décaler et retarder l'utilisation des graisses. Troisième facteur, ce sont les stocks de glycogène qui peuvent être là aussi plus ou moins fournis selon les individus. Pour stocker au maximum du glycogène, la première chose, ce sera l'entraînement. Plus on s'entraîne en endurance et plus les muscles vont être capables d'absorber et de stocker du glycogène par rapport à une personne non entraînée. Et la deuxième chose principale, ce sera l'alimentation et notamment les apports en glucides pendant les jours qui vont précéder la course. En pratique, une personne qui aura une alimentation très riche en glucides va avoir beaucoup plus de facilité à resynthétiser le glycogène et à remplir les stocks, alors que à l'inverse, eh bien pour toutes les personnes qui font par exemple un régime cétogène ou qui vont courir le matin à jeun, eh bien vos stocks de glycogène seront beaucoup plus faibles. L'utilisation du glycogène sera donc beaucoup plus rapidement saturée et donc l'énergie va donc provenir beaucoup plus rapidement des lipides. Donc pour conclure et résumer la vidéo, j'espère que je ne vous aurai pas perdu, mais le mythe des 45 minutes, c'est effectivement un mythe. On commence à brûler des graisses bien avant 45 minutes, mais le 45 minutes, c'est schématique tout simplement pour dire que eh bien, les graisses vont être le substrat énergétique prédominant sur des efforts de longue durée, sur des efforts qui vont donc être peu intenses parce qu'on ne peut pas maintenir un effort intense de façon très longue dans la durée, sinon forcément on s'épuise. Même si une personne court vite de façon prolongée, ça veut dire qu'elle pourrait courir encore plus vite si elle réduisait son temps d'effort. Maintenant, pour toutes les personnes qui font du cardio pour brûler des graisses, rassurez-vous, il n'est pas forcément nécessaire d'aller au-delà des 45 minutes. Les efforts qui sont courts et intenses, alors intenses, on ne s'entend pas de faire des efforts de 30 secondes, mais en tout cas, dès que vous consommez de l'énergie, que ce soit de la créatine, que ce soit du glycogène, eh bien, les stocks de glycogène vont ensuite devoir être resynthétisés. Ça veut dire que toute l'énergie que vous brûlez pendant un effort, eh bien, elle va être consommée et elle va être déduite de votre total énergétique journalier. Ça veut dire que même si l'énergie n'a pas provenu directement des graisses pendant l'effort et qu'elle a été brûlée à partir du glycogène et des glucides, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre de poids et pas perdre de graisse, tout simplement parce qu'ensuite, cette énergie qu'il va falloir pour resynthétiser les stocks de glycogène, eh bien, elle va pouvoir provenir de votre alimentation au lieu d'aller dans les cellules graisseuses, soit de votre stock de lipides. Et donc, au total, à la fin de la journée, c'est véritablement le total calorique, pour résumer les choses de façon très simple, qui va déterminer si vous brûlez du gras ou non. Dites-vous bien que, heureusement, il y a de nombreuses personnes qui arrivent à perdre du poids et à diminuer leur stock de gras sans forcément faire du cardio de façon prolongée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop complexe. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner puisque ça vous permettra de ne rien rater des prochaines vidéos. Et quoi d'autre, retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.